Bonjour à vous chers auditeurs et bienvenue dans cet nouvel épisode d'Histoire de Poney. Je suis Twinkle Knight et la fanfiction d'aujourd'hui a été écrite par Broco et s'intitule Traqué. Elle contient 3712 mots et possède les tags tristes et sombres. Sur ce, j'espère que vous restez jusqu'à la fin et je vous souhaite une bonne écoute. En dépit de ma vitesse, mon corps se glisse avec silence au milieu des arbrisseaux et autres buissons qui constituent le dense sous-étage de la forêt. Aucun d'entre eux ne m'entrava dans ma course. Je les connais. J'ai grandi avec eux. Ils sont ma maison autant que ma famille, rejetant de la même mer au sein de laquelle je m'enfonce toujours plus profondément, espérant trouver refuge dans ses entrailles. C'est ici que je suis né, formé à partir des débris de mastodontes ligneux dont l'existence avait finalement touché à leur terme. Ici que j'ai toujours vécu. Dans mon monde, la notion de fin n'a pas réellement de sens. De la mort d'un arbre naîtront mes frères, tandis qu'un autre de ses semblables profitera de cet espace nouvellement formé pour se faire enfin sa place vers les cieux. Pourtant, pour la première fois de mon existence, je peux sentir que ce cycle a été rompu. Je sais que quelque chose a disparu définitivement et que jamais je ne le retrouverai. Je ne peux pas l'expliquer concrètement, mais j'en ai pourtant la certitude, gravée au plus profond de mon être et faisant sur le déchaînement fort intérieur une émotion inconnue. Peine. J'entends ma mère me parler, de sa voix douce et rassurante, mais dans laquelle je peux pourtant ressentir un sentiment similaire à celui qui m'agite. De la peine? Est-ce donc ainsi que l'on appelle cela? Voici donc ce que l'on ressent lorsque survive la perte irrémédiable de l'un des siens? Et est-ce qu'eux aussi éprouvent ce terrible chagrin quand nous leur retirons l'un des leurs? Je secoue machinalement la tête alors que je continue ma course effrénée, essayant par ce geste de faire disparaître ces réflexions de mon esprit. Pour le moment, tout ce qui m'importait est de trouver un endroit sûr, d'où je pourrais échapper à la colère des animaux lancés à mes trousses. Pourtant, je ne peux empêcher mes pensées de revenir inlassablement sur les derniers instants de ma fraternité, distillant en moi une douleur plus vive que les étranges blessures que je viens de recevoir et qui me lance pourtant terriblement. Il y a une image notamment, qui réapparaît sans cesse et trouble ma vision, toujours plus déchirante à chacune de ces apparitions, celle de mes frères et sœurs, ou plutôt les morceaux de branches et de troncs qui constituaient auparavant leur corps, et qui reposent dorénavant autour de moi, éclatés, divisés et désespérément inertes, atrocement vides de ce fumeur verdâtre, de cette essence vitale insufflée par notre créatrice. Je suis le dernier, la meute n'est plus. Je le sais et quelque chose en moi ne peut s'empêcher de hurler cette atroce vérité pour essayer de chasser cette terrible douleur. J'aimerais tant pouvoir faire de même, bien que je ne sois certain que ce sera en vain. Vociférer de tout mon soul pour faire disparaître cette peine, mais je ne le peux. Pas maintenant. Ils sont mes trousses. Il me faudra avant tout les semer, si je ne veux pas suivre le même destin que le reste de ma fratrie. Je peux sentir mère qui tente de m'apaiser et de me guider de son apaisante voix maternelle, malgré les tourments qui l'agitent elle aussi, et qu'elle tente de contenir de toute sa volonté. Pourtant je peux voir les légères crispations qui agitent les plantes et les buissons sur mon chemin, trahissant ses sentiments. Tout se contracte doucement dans un discret concerto de craquements. Je continue ma route du plus vite que je le peux, hors d'haleine, m'enfonçant toujours plus profondément dans les tréfonds de celle qui m'a mis au monde, et qui m'a bercé de son amour durant de nombreuses années. Mais je peux toujours entendre les cris du gibet devenu maintenant chasseur derrière moi. Eux aussi continuent d'avancer, apparemment libérés de la peur que nous leur inspirons ordinairement, ma mère et moi. Cela se ressent particulièrement dans leur voix. Si leurs cris restaient similaires aux hurlements, il y manque cependant cette terreur qui semble les gagner invariablement dans de tels moments. À la place se trouve autre chose. Un étrange mélange de détermination, de tristesse et de rage. Haine. Ainsi, cela se nomme comme cela. La haine. Il est vrai qu'avant même que cela ne commence, nous savions qu'il y avait quelque chose d'étrange. Nous avons senti le gibier arriver vers nous, sans aucun détour. Comme s'il savait où nous étions. Comme s'il nous cherchait. Alors nous aurions dû nous douter que les rôles avaient été inversés, que de chasseurs nous étions devenus proies. Mais abrutis par notre orgueil et notre suffisance, nous n'avons ressenti que délectation à l'idée de ce repas facile qui venait naïvement se jeter entre nos crocs. Même lorsqu'elle est apparue devant nous, émergeant avec fureur des forêts, nous n'y avons vu qu'un simple groupe de 6 femelles, ne se différenciant en rien de celles que nous rencontrions et que nous dévorions habituellement. Il y avait pourtant quelque chose de nouveau et d'inconnu, dans leur regard et dans leur posture.
Une attitude assez déterminée qu'enragée, qui confirmait qu'elle était bien à notre recherche, pétrie d'intentions hargneuses. Je ne peux expliquer ce qui s'est passé à l'instant d'après. Simplement une lueur qui émergea de la corne de l'une d'entre elles, une femelle au pelage pourpre et au crin violet, puis la vue de mes frères et sœurs éparpillés autour de moi. Mort. Comment ai-je pu en réchapper? Je ne le sais et sans doute mon agresseur lui-même en fut surpris, car je pus apercevoir dans son regard un fugace moment où la haine s'envola, remplacée par ce qui est visiblement un mélange de surprise et d'hésitation. Je ne pris cependant pas le risque de rester un instant de plus dans cette mauvaise posture, et je m'engouffrai à toute vitesse dans les forêts voisins. Mais cet instant de répit ne dura qu'un court moment, et je pus entendre leur hurlement terrifiant s'élever, alors que 3 d'entre elles se jettent sur mes talons, s'enfonçant sans aucune hésitation dans les sous-bois dans lesquels j'avais disparu. Mais cela est en vain. Elles n'arriveront jamais à me rattraper. Elles sont ici chez moi, chez ma mère, dans ma mère. Elles peuvent essayer tant qu'elles le veulent, se battre contre les lianes, buissons et autres plantes rampantes ou grimpantes. Mais tout ce qu'elles y trouveront, ce sera leur perte. Ce sont les 3 qui restent qui m'inquiètent le plus. Il semble qu'elles fassent tous partie de cette faction de gibier dotée d'ailes. La pire, celle capable de s'enfuir et de se mettre hors de portée en un instant si nous ratons notre attaque. Elles se sentent par conséquent envolées, guettant maintenant au-dessus des arbres comme d'absurdes mais menaçants oiseaux de proie. L'une d'entre elles est particulièrement bruyante. Une femelle au pelage bleuté et à l'étrange crin multicolore, dont les teintes me rappellent ces instants où la pluie et le soleil viennent se rejoindre en un arc d'une troublante beauté. Elle se déplace rapidement et nerveusement d'un point à l'autre, les yeux dirigés vers le sol et vocifère régulièrement, d'une voix atroce et déchirée qui me fait à chaque fois tressir. Il y a quelque chose d'atroce dans ces beuglements. Ces propos m'ont beau être inintelligibles, j'ai pourtant l'impression de les comprendre. Ce que j'entends en elle, ce n'est pas seulement cette haine. Il y a aussi autre chose, une douleur similaire à celle qui me ronge depuis que la mette n'est plus. Une peine profonde, atroce et déchirante, beaucoup trop semblable à la mienne. Mais ce n'est pourtant pas elle qui me terrifie le plus. La femelle pourpre, celle qui a tué mes frères et sœurs, est elle aussi au-dessus de moi, battant plus maladroitement des ailes que ses confrères, mais pourtant suffisamment rapide pour rester à mon niveau. Et je sais que si elle me retrouve, je n'aurai aucune chance. Alors je continue de courir, toujours plus vite, vers des lieux toujours plus obscurs, espérant trouver un salut dans les ténèbres. Au moins je semais celle sans elle. Ainsi il est plus difficile pour celles qui volèrent au-dessus de moi de me retrouver, mais je dois rester prudent et continuer à tout prix ma course. Je serai vraiment en sécurité quand je n'entendrai plus leur inquiétant hurlement. Soudain, quelque chose d'heureuse apparaît devant moi. Sans logique ni raison, j'étais pourtant certain que la route était libre, et mon flair me confirmait cette impression. Un instant plus tôt, il n'y avait rien ici. Pourtant mes narines sont emplies d'une odeur étrange. Mais pire, je la reconnais. Elle était avec le reste de la troupe qui a mis à mort ma fratrie. Une femelle rose, de son crin parfaitement lisse au reste de son pelage, et aux yeux d'un bleu où fulminait une expression menaçante mais surtout étrange, presque irrationnelle. Comment a-t-elle donc pu se retrouver ainsi devant moi, alors qu'elle était il y a quelques instants avec celle qui peine loin derrière, au milieu des lianes et des ranciers? Je n'ai cependant pas le temps de comprendre. Qu'importe comment elle a réussi à me retrouver, elle ne pourra continuer à me suivre dans ce chaos qui est désormais devenu le sous-bois de la forêt. Elle peut cependant appeler ses confrères, indiquant ainsi ma position, et pour cette raison, il faut que je mette le plus de distance entre elle et moi. Mais à peine ai-je eu le temps de faire quelques mètres, qu'elle réapparaît à nouveau en face de moi, sans qu'elle n'ait pourtant eu l'air de se déplacer. Alors encore une fois je me détourne, m'enfonçant au milieu d'un taillis épineux qui dissuadait n'importe quel être fait de chair de me suivre, mais pourtant, elle réapparaît à nouveau. Et encore, peu importe la direction que je prends, elle finit sans cesse par se retrouver devant mes yeux. Il s'agit pourtant toujours de la même femelle, son odeur ne trompe pas. Mais il y a toutefois quelque chose qui a changé en elle, au fur et à mesure de ces apparitions inexpliquées. Je ne saurais dire quoi, mais je suis cependant certain que cela est en relation avec l'étrange et inquiétant rictus qui traverse maintenant son visage. Un décalage sinistre entre la forme que prend maintenant sa gueule et l'expression de ses yeux. Je n'ai donc plus le choix. Qu'importe la façon dont elle se débrouille pour toujours finir devant moi, il faut que je m'en débarrasse. Je me jette sur elle, tout croc dehors. Il faut que cela soit rapide, je n'ai pas le temps à perdre. Mais ma mâchoire se ferme sur du vide. Elle n'est pas là. Elle n'est plus là. Je ne sais comment, mais elle est désormais derrière mon dos,
et se met soudain à hurler d'une voix stridente aussi atroce que terrifiante. Elles savent tous où je suis maintenant, c'est certain. Alors à nouveau, je m'enfuis plus vite que je ne peux, même si je commence à perdre espoir. Cet étrange sentiment, la peur, me hanche toujours plus à chaque instant, et je me sens désormais sur le point de flancher. Moi, un prédateur qui n'inspire auparavant que crainte et respect. Mes pensées sont désormais complètement brouillées, et je ne sais même plus où je vais. Tout ce que je veux, c'est simplement disparaître, et mettre fin à ce cauchemar. Je peux entendre ma mère qui continue à me parler, tentant sans doute de me rassurer, mais je n'arrive pas à l'écouter. Mon esprit est désormais trop embrumé par le deuil, et la peur de pouvoir me concentrer sur autre chose que l'instant immédiat. Sa voix devient alors progressivement de plus en plus forte, de plus en plus pressante, brisant finalement la bulle dans laquelle j'étais plongé. Mais c'est trop tard. Je peux maintenant entendre les violents craquements s'approcher de moi à toute vitesse. Comme si un animal massif et implacable était en train de se tailler un chemin parmi les branches à la seule force de ses muscles. Ma génitrice a pourtant essayé de me prévenir, mais c'est maintenant trop tard. Je suis tombé dans leur piège. Elle m'a poussé sur son chemin, me rabattant exactement de la même façon que nous le faisons avec la meute quand nous les prenions en chasse. Alors il émergea brutalement dans un bruit de branches brisées, un mâle de cette même race équine à la forte carrure, portant un étrange collier de bois autour du cou, et au pelage rouge meurtri par le passage en force dans les entrailles de ma mère. Sans aucun doute possible, il fait partie de la taupe lancée à mes trousses. Je peux le voir dans son regard. J'y retrouve cette même expression farouche et haineuse en mon encontre. Sans perdre un instant, je me détourne, essayant de le semer en me faufilant avec souplesse au milieu des ronces, des lianes et des buissons. Mais il n'est pas de la même tempe que les deux femelles qui peignaient derrière moi, ni de ce surnaturel être rosâtre. Ce massif animal n'essaie pas d'éviter les obstacles. Il passe simplement à travers, arrachant tout sur son passage. Et il hurle sans cesse, d'une voix abominable de laquelle ressort une douleur similaire à celle de la femelle à la crinière multicolore. Sauf que son timbre possède quelque chose de différent et d'encore plus effrayant. Les sons qui sortent de sa gorge ne sont que des raclements bestiaux, comme si cette bête n'avait pas pour habitude d'utiliser cet organe, dont le caractère primitif pourrait prêter au ridicule dans une autre situation. Mais en ce moment, il n'en est rien. Bien au contraire, cela ne fait que renforcer la rage et la haine qui insuffle cet animal. Ses vociférations sont presque continues, la bête ne s'offrant que de très rares pauses pour reprendre son souffle, alors qu'il continue de se frayer violemment un chemin au sein de l'être qui m'a mis au monde. Il la blesse, il la martyrise, et je sens la rage autant que le désespoir se battre dans mon cœur. Je ne peux tolérer un tel outrage, mais je ne peux pas non plus m'arrêter pour l'affronter. Si je commettais une telle folie, je serais sans doute immédiatement broyé et laissé à la merci de la femelle violette. J'entends toujours la voix de ma mère, mais elle ne me parle plus directement. Ce ne sont que maintenant des lamentations emplies de souffrance et d'une colère non dissimulée, sans cesse alimentée par la meurtrissure qu'elle lui inflige mon poursuivant. Je peux alors sentir cette menace vigueur envahir toujours plus profondément la végétation tout autour de moi. Ma créatrice est en train de se réveiller pour venir à mon secours et faire payer à ces imprudents le prix de leur arrogance. Mais elle a besoin pour cela d'encore plus de temps, et j'espère pouvoir tenir jusqu'à là. Sauf que mon espoir s'effondre au moment où, traversant un massif de bruyère particulièrement épais, je débouche dans un puits de lumière, troué laissé par la chute d'un arbre imposant. Erreur fatale qui causera sans doute ma perte, car l'instant d'après, les femelles ailées qui suivaient visiblement le beuglement du mâle atterrissent face à moi, alors que ce dernier débouche à son tour dans mon dos, déracinant pour sa partie les buissons qui se trouvaient sur son passage dans sa course effrénée. Le gibier m'encercle, mais pourtant ne fait rien d'autre, comme s'ils attendaient quelque chose. Seule la femelle à la crinière multicolore continue de hurler, mais cette fois, cela semble être directement à mon égard, comme si elle cherchait à mettre en place un impossible dialogue entre elle et moi. Elle semble finalement réaliser l'espace d'un instant l'incongruité de ses actions, mais reprend pourtant rapidement de plus belle, de l'enfil et de larmes coulant désormais sur ses yeux, tout en se retenant difficilement de me sauter à la gorge. Et à nouveau, je ressens au fond de ses braillements cette même peine que celle qui me torture depuis le trépas de mes frères et mes sœurs. Mais pourquoi? Qu'a-t-elle donc à me reprocher?
La femelle pourpre reste quant à elle silencieuse. Ce qui la rend d'autant plus menaçante, bien que son regard d'une noirceur terrifiante suffise à lui seul à me faire comprendre le sort qu'elle me réserve. La dernière du groupe, en plus du mâle dont je peux ressentir le souffle lourd, est une petite être jaune, au grain rosé, dont l'attitude diffère drastiquement de celle de ses congénères. Je peux en sentir d'ici, sans mal à l'aise à travers son langage corporel et ses yeux fuyants, étonnamment absents de toute rage ou haine, et où semble plutôt dominer un certain indécision confuse à mon égard. Que fait-elle donc avec eux si sa présence en ces lieux sacrés la met à ce point mal à l'aise? Qu'une autre femelle est arrivée, assise à l'extrémité de mon champ de vision. Au fait qu'elle soit apparue sans que je ne l'entende ni la sente venir, je sais qu'il s'agit de cet étrange être rose, avant même que je ne pose le regard sur elle. Elle aussi jure avec le reste de ses congénères, en raison de l'expression étrangement joyeuse de son visage, qui jure pourtant fortement et sinistrement avec son regard. Comme celui de la femelle jaune, il est aussi vide de toute haine ou rage. Sauf que la confusion y est aussi totalement absente. Il y a autre chose à la place. L'on dirait que le fait de m'avoir piégé n'est pour elle qu'une source de profond plaisir, qui sera bientôt décuplée, une sentence à laquelle il me condamne sera accomplie. Et à cette vision, je me retrouve traversé d'humiliants tremblements. Nous restons encore là sans bouger durant de longues minutes. Je n'essaie pas de m'enfuir. Je sais que le moindre faux mouvement de ma part scellera mon destin. La femelle pourpre ne déviant à aucun moment ses yeux de mon être. Je sens cependant ma mère continuer à s'éveiller petit à petit, et je conserve encore l'espoir qu'elle pourra me sortir de cette situation désespérée à temps. Je sais pourquoi ils patientent. Je les sens de toute façon s'approcher depuis le début. Ils attendent tout simplement les deux derniers membres de leur horde. Celle au pelage orange, et celle à la robe blanche, qui traverse douloureusement et à grande peine le sous-bois. Mais elles aussi finissent enfin par déboucher sur cette clairière, sale, épuisée et éraflée de toutes parts. Sans perdre un instant, elles commencent à s'adresser à moi, de cette même voix déchirée de colère et de douleur que celle de ses congénères, et agitant leurs sabots en véhémence dans ma direction. Mais à nouveau, je ne comprends rien, si ce n'est leur peine et le fait que j'en sois apparemment responsable. La femelle orange finit alors par remarquer mon incompréhension, et se calme momentanément, pour porter sa patte vers l'étrange morceau de chair tannée qu'elle porte sur la tête. Elle en sort une pièce faite d'une manière inconnue et rosée, parsemée de taches de sang, et la jette vers moi d'un geste aussi dédaigneux qu'accusateur. Je l'ai déjà vu quelque part, mais cela me prend un certain temps pour fouiller dans mes souvenirs. Et alors je me rappelle, l'une de nos proies de la veille, une petite troupe de 3 jeunes femelles qui s'étaient inconsciemment fossées sur nos terres, portait cela sur sa tête. Est-ce donc cela qu'ils ont à me reprocher? C'est pour cette raison qu'ils se sont lancés à ma poursuite? Parce que nous nous sommes nourris et que cela mérite vengeance? Je ne comprends pas. Je n'arrive pas à voir la logique derrière tout ça. Je peux bien appréhender, pour l'avoir désormais vécu, la douleur qu'est celle de perdre un membre de sa meute, mais de là à traquer les responsables, qui n'ont par ce geste rien fait que de s'alimenter, cela n'a aucun sens. Le gibier semble cependant y trouver sa propre logique, et commence à s'approcher doucement vers moi, prêt à rendre leur absurde justice. Je peux alors voir la corne de la femelle pourpre qui commence à s'illuminer, et je sais que ma fin est arrivée. Ma mère ne pourra pas venir à mon secours à temps, mais au moins, puis-je trouver réconfort dans le fait qu'elle ne les laissera pas sortir vivants d'ici. Ces soubresauts laissant deviner un déchaînement imminent, bien que malheureusement trop tardif. Et alors ce sera au tour de mes tortionnaires de goûter à la vengeance de ma mère. Car elle aussi ne tolère pas qu'on touche à ses enfants. C'était Traqué par Borgo. Merci à vous d'être resté jusqu'à la fin, et comme d'habitude j'ai mis dans la description le lien de la fanfiction ainsi que les musiques utilisées. Donc ceci est ma 4ème vidéo, et oui, je mets beaucoup de temps en fait pour faire les vidéos parce que le temps de trouver une fanfiction auquel je dois m'adapter à celle-là et tous les musiques à chercher, les effets et tout le tralala, enfin bref, c'est un gros bordel. Je
Je vous conseille beaucoup d'aller sur le site MLP Fiction, qui répertorie tous les fanfictions qui sont sur la série My Little Pony, qui sont en français, hein. Tout est en français bien sûr. Bon, sur ce, je vais m'en aller. Ça fait bizarre de dire ça, mais bon. Oui, je suis pas très doué en fait de parler. Là, parler honnêtement comme ça, je suis pas très doué et je suis un peu mal à l'aise d'ailleurs. Bon, enfin bref. Sur ce, je vous dis à la prochaine pour de nouvelles épisodes et ciao!